Bienvenue à tous dans Chronique de campagne, J-3 avant le premier tour de l'élection. Les sondages sont depuis plusieurs semaines d'accord sur les noms des deux candidats qui arriveront en tête dimanche soir. Ce sera Nicolas Sarkozy et François Hollande. Alors pas facile pour les petits candidats de se faire une place au milieu de ce duel. C'est ce qu'on va voir dans la revue de presse avec vous, Hélène Frade. Bonjour. Bonjour Hélène. Nathalie Arthaud et Philippe Poutou sont à la traîne dans les sondages, mais ils restent combatifs. Très bas, c'est un euphémisme puisqu'on est pour le moment toujours en dessous de la marge d'erreur des sondages, c'est-à-dire moins de 2% des intentions de vote, mais qu'importe pour les partisans du grand soir, l'important c'est de participer. Le coordinateur de campagne de lutte ouvrière l'affirme, le but de cette élection pour nous c'est de nous exprimer, je cite, la campagne de Nathalie Arthaud démontre que le communisme révolutionnaire est bien vivant en France, donc oui, nous sommes satisfaits de cette campagne et la lutte continuera, voilà qui est dit. Nathalie Arthaud, quant à elle, explique que la colère et la rage s'accumulent aujourd'hui en France et que tôt ou tard, elles finiront par exploser et que ce jour-là, foi de camarades, lutte ouvrière sera au rendez-vous. Pour le moment, en tout cas, cette rage et cette colère profitent surtout à Jean-Luc Mélenchon, qui est parvenu dans cette campagne à siphonner littéralement les voix de l'extrême gauche, le candidat du Front de gauche, auquel Nathalie Arthaud dit ne pas faire confiance. Et c'est à lire ce matin dans Libération, parce que, dit-elle, Jean-Luc Mélenchon n'a eu aucun problème à être ministre dans le gouvernement Jospin, qui a privatisé puis libéralisé. Nathalie Arthaud qui dit toutefois mesurer l'enthousiasme soulevé par le candidat Jean-Luc Mélenchon. Il représente l'envie dans les couches populaires d'une politique plus radicale, une envie d'en découdre qu'elle juge positive, tout en estimant que la politique qu'il propose est une impasse. Fin de citation. Et la candidature de Jean-Luc Mélenchon pourrait également faire de l'ombre à Philippe Poutou, le candidat du NPA. Le Philippe Poutou, dont le site 20 minutes, Hélène, nous propose un portrait assez sympathique. Le candidat ouvrier qui aime à se présenter comme le gars qui bosse les mains dans le cambouis, vu par ses collègues de chez Ford. Ce qu'ils disent de lui, c'est que c'est un mec de terrain comme eux, je cite, un homme qui est resté le même, spontané et combatif même lorsqu'il n'hésite pas à dénoncer son propre syndicat, la CGT, pour regretter que la centrale syndicale ait finalement choisi de soutenir Jean-Luc Mélenchon, elle aussi, un mécontentement dont il fait état, Hélène, dans le journal Le Monde, auquel il a expliqué ce qui les distingue, lui et Jean-Luc Mélenchon, des divergences qui portent essentiellement, d'après lui, sur la question des liens politiques avec le Parti socialiste, avec qui il dit qu'il est hors de question de faire quoi que ce soit. Philippe Poutou, qui fait tout de même un petit appel du pied, Hélène, à ses camarades Jean-Luc Mélenchon et Nathalie Arthaud, en disant qu'en cas de victoire de François Hollande, le Front de gauche, lutte ouvrière et le NPA pourraient construire ensemble une opposition au Parti socialiste, tout un programme. Ça promet pour François Hollande. Merci beaucoup, Hélène. C'était la revue de presse politique. Alors, à J-3 du premier tour, les candidats se livrent à leurs dernières interviews sur les plateaux de radio et de télévision. Jean-Luc Mélenchon, du Front de gauche, était l'invité des 4 vérités sur France 2. Même s'il appellera à voter François Hollande au second tour, le candidat affirme qu'il donne du fil à retordre à son adversaire socialiste. Écoutez. Je pense que les performances du Front de gauche contrarient François Hollande et les socialistes. Parce que, d'une manière que moi je juge peu raisonnable, ils se disent que dès lors que le système serait déverrouillé, que Mme Le Pen serait derrière, alors ils seraient obligés de faire face aux problèmes que nous soulevons. Mais je veux leur dire que les problèmes, nous ne les soulevons pas par malice ou pour les embêter ou pour faire je ne sais quelle surenchère, mais parce qu'ils sont dans le pays. Et le sujet qui fait débat en ce moment en France concerne la publication des résultats dimanche soir. Les premières estimations sont censées être diffusées à partir de 20h, mais les réseaux sociaux et les médias étrangers pourraient être tentés de divulguer les premiers chiffres vers 18h30. La commission des sondages dévoilera demain son dispositif afin d'éviter les fuites. Internet et les réseaux sociaux vont-ils mettre fin à la traditionnelle messe de 20h, annonçant les résultats électoraux? Les médias français, dans leur grande majorité, vont respecter l'embargo légal. Mais il est impossible d'empêcher une fuite des résultats dès la fin de l'après-midi sur les réseaux sociaux. La loi française et le code électoral français n'est pas en adéquation avec les usages et les pratiques qui ont été fondamentalement modifiés par Internet et les réseaux sociaux. Il est évident que les résultats seront publiés et seront massivement publiés sur Twitter. Pourtant, la loi est sévère en France. Tout individu qui divulgue les estimations avant l'heure est passible de 75 000 € d'amende, une somme qui peut être multipliée par 5 dans le cas d'un média. La Commission va mettre en place une cellule de suivi pour observer ce qui va être diffusé le soir de chaque tour de scrutin
Et cette équipe de suivi, de veille, va, le cas échéant, constater les infractions qui seront commises. Et la commission est tout à fait déterminée à saisir le procureur de la République de toutes les infractions qu'elle aura constatées. Mais la loi ne s'applique pas aux médias basés à l'étranger, comme en Suisse ou en Belgique. Certains ont déjà annoncé qu'ils diffuseront des estimations avant l'heure. C'est sûr qu'on va essayer de les donner le plus vite possible. L'idée aussi, c'est d'essayer d'avoir le maximum d'informations venant de différents instituts de sondage qui se recoupent plus ou moins. Bon, peut-être ça pourrait nous permettre de donner une première estimation à 18h, parce que là, c'est vrai qu'on a un journal radio à 18h. Pour limiter les fuites, le législateur envisage pour les futures élections de retarder la fermeture des bureaux de vote dans les petites villes à 19h au lieu de 18h actuellement. Et pour aller plus loin sur ce sujet, on est en ligne avec Nicolas Van Bremerge. Bonjour et merci d'être avec nous. Vous êtes le président de Spin Tank, une agence de communication en ligne. Alors, qu'on le veuille ou non, plusieurs journalistes et politiques connaîtront les premières tendances dimanche soir vers 18h ou même avant. L'intérêt des réseaux sociaux, c'est aussi de diffuser à grande échelle une information que détiennent une poignée de personnes. Oui, mais d'abord, avant 18h, on n'a vraiment rien. C'est-à-dire que les estimations solides sont celles qui sont faites par les instituts. À partir de 18h et la fermeture des premiers bureaux de vote, elles sont disponibles vers 18h30, 18h45. Et elles sont disponibles, mais tant qu'elles ne sont pas publiées, c'est une information qui a très peu de statut, en fait. Elle circule tant qu'il n'y a pas un vrai média solide et professionnel qui les valide et qui les rend publics. On a des choses qui circulent, mais c'est une information très molle, très incertaine, c'est de l'ordre de la rumeur, de l'ordre de choses qu'on peut se partager. Et donc, de ce point de vue-là, pour moi, il n'y a pas de véritable problème. Je ne crois pas que ce soit un enjeu majeur pour la démocratie que ce sujet de publication des résultats avant 20h. C'est un enjeu pour la messe et le rituel républicain et le monopole des médias dans la diffusion de l'information, mais ce n'est pas un enjeu majeur. Et ça ne pourrait en aucun cas fausser l'élection, parce que le nombre de personnes qui pourraient être impactées dans leur vote par cette information correspond à 0,1% du corps électoral, soit à peu près pas grand-chose. Alors visiblement, c'est quand même un enjeu pour la Commission nationale de contrôle de la campagne électorale, puisqu'elle va mettre en place une cellule de surveillance de 10 personnes. C'est dérisoire pour surveiller 30 millions d'abonnés de Twitter et de Facebook. Ça veut dire que tout ça, c'est un petit peu une hypocrisie? Non, c'est pas une hypocrisie. Je pense que ce statut intermédiaire, effectivement, il y a des choses qui circulent pendant 1h30. C'est bien qu'elles circulent et qu'elles ne soient pas publiées par des médias officiels qui leur donneraient un poids et une puissance et une influence potentielle beaucoup plus forte que des trucs. C'est-à-dire que des trucs qui circulent sur un statut Facebook, un compte Twitter, etc. Si mon ami me dit « Ah, d'après CSA, il paraît que on en est à tant que Hollande était premier ou deuxième, etc. », ça ne va pas influencer beaucoup mon vote. Si sur lemonde.fr ou france24.fr, j'ai un article officiel qui me dit « Voilà, le résultat, c'est celui-là », ça va avoir potentiellement une influence sur mon vote. Donc c'est bien que ça ne soit pas le cas et que les médias, dans leur rôle de sanctificateur de l'information, soient contraints à ne pas publier ces résultats et que ça reste dans un partage social un peu léger, un peu mou, dans cette zone grise. Je pense que l'attitude, elle est tout à fait raisonnable telle qu'elle est aujourd'hui. Et effectivement, c'est frustrant pour les médias, hein, c'est dur. C'est un peu tout, quoi. Vous qui gérez une agence de communication en ligne, est-ce que vous diriez que désormais Twitter et Facebook sont devenus de vrais outils de communication pour les candidats à la présidentielle ? Bien sûr que c'est devenu des outils très importants et que la mobilisation des réseaux sur des opérations de mobilisation au vote sont devenues très importantes. On va voir ce qui va être fait d'ailleurs dans les 2 jours à venir pour essayer de mobiliser les réseaux, pour essayer d'inciter à voter, pour faire de la pression sociale de pair à pair. Je pense que c'est très important. En revanche, sur la publication des résultats, leur impact est quasiment nul, puisque les gens qui n'ont pas encore voté dans les grandes villes de France de 19h à 20h, ça représente à peine 600 000 personnes. Et ceux qui vont être influencés par une information qui pourrait l'avoir avant de voter, ça représente quelques dizaines de milliers de personnes. Donc c'est vraiment un non-sujet. En revanche, oui, l'impact des sondages et des réseaux sociaux très en amont et dans les derniers jours est très important. Tous les gens qui vont publier sur Facebook des statuts en disant « je vais voter pour machin, vous aussi faites ceci », etc., c'est devenu très important. Merci beaucoup Nicolas Van Bremerge pour votre éclairage sur ce sujet. Je rappelle que vous êtes le président de Spin Tank. Voilà pour Chronique de campagne.